Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau et sur les réseaux sociaux comme toujours, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. L'intervention militaire française au Tchad est-elle légale? Paris a volé au secours du président Idriss Déby en bombardant des rebelles au début du mois. Est-ce de l'ingérence? La France risque-t-elle encore d'apparaître comme le soutien du régime de N'Djamena? L'Algérie est-elle condamnée à une éternelle ère Bouteflika au pouvoir depuis 1999? Abdelaziz Bouteflika se présente à un 5e mandat. Quel sens donner à cette candidature? Très diminuée depuis son AVC en 2013, qui dirige le pays et qui détient le vrai pouvoir? La haine contre les Juifs se banalise-t-elle? La justice française a été saisie après une série d'actes antisémites, des actes en hausse de 74% l'an dernier. La montée de l'antisémitisme est quasi générale en Europe depuis 10 ans. Comment l'expliquer? La Ligue du LOL ne fait plus rire personne. À partir de 2009, une trentaine d'influenceurs ont mené des campagnes de cyberharcèlement. Comment réguler les réseaux sociaux? Et pourquoi tant d'intérêt pour une affaire qui touche le microcosme parisien? Voilà pour le sommaire, on en parle tout de suite avec nos kiosqueurs. Elisabeth Roudinesco, historienne de la psychanalyse, en plus de vos activités d'enseignante, vous collaborez avec le quotidien français Le Monde. Vous intervenez régulièrement dans l'émission L'Esprit public sur France Culture. Vous êtes l'auteur de Retour sur la question juive aux éditions Albin Michel, paru en 2009. Jean-Philippe Moinet, fondateur et directeur de la revue Civique. Vous êtes également chroniqueur, notamment pour le HuffPost et le Nouveau magazine littéraire. Ancien grand reporter au quotidien français Le Figaro, puis éditorialiste à LCP, la chaîne parlementaire. Akram Belkaïd, essayiste, journaliste au mensuel français Le Monde diplomatique, collaborateur aussi au quotidien d'Oran, où vous tenez votre chronique du Blédard, et au site d'information Orient 21, consacré au monde arabe, au monde musulman et au Proche-Orient. Et enfin, Jean Stern, journaliste indépendant, jeune retraité de La Chronique, le mensuel d'Amnesty International, dont vous étiez le rédacteur en chef après une longue carrière dans la presse française. Merci à vous quatre d'être déjà ici en plateau pour faire un tour de l'actualité, nous livrer votre analyse. Au début du mois, dans le nord-est du Tchad, la France bombardait une colonne armée de rebelles et non de djihadistes venus de la Libye voisine. Les avions de chasse auraient conduit une vingtaine de frappes. Alors, ingérence ou pas, l'intervention était bien légale, si l'on en croit le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il y a eu une attaque d'un groupe rebelle venu du sud libyen qui est déstabilisé pour prendre le pouvoir par les armes à N'Djamena. Et le président Déby nous a demandé par écrit une intervention pour éviter ce coup d'État venu du sud libyen et pour protéger son propre pays. Ceci est tout à fait conforme au droit international. En application du droit international, un président légitime, démocratiquement élu, peut solliciter, en cas de besoin, l'appui d'un pays ami. Les autorités françaises peuvent évoquer toutes les raisons, et en particulier les raisons politiques, pour pouvoir justifier le bombardement qui ont eu lieu ici. Mais il n'y a pas de fondement juridique. On peut dire qu'en 28 ans de pouvoir, la France intervient tous les 2-3 ans pour sauver le président Déby. La France, au secours du président Déby, une fois encore, Akram? C'est une tradition. On pourrait remonter à l'époque Giscard aussi. La France intervient régulièrement dans les affaires du Tchad. Alors effectivement, c'est à la demande officielle des autorités reconnues sur le plan international, mais la question n'est pas là. Si on s'en tient au formalisme légal, je pense qu'effectivement, tous les arguments plaident pour assurer la légalité de cette intervention. C'est plus le sens politique et le rôle de la France sur le continent. Encore une fois, la France se comporte comme le gendarme du continent dans les affaires intérieures d'un pays, puisque c'est une affaire intérieure, puisque c'est une rébellion qui, je le rappelle, a l'air d'être menée par les propres neveux du président actuel. Donc c'est une affaire interne. Emmanuel Macron, en arrivant au pouvoir, avait dit, en gros, moi je ne me mêlerai plus militairement des affaires de la politique intérieure d'un pays, notamment en Afrique. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, de nouveau?
Oui, c'est-à-dire qu'on a le sentiment effectivement que la France revient à cette espèce de concept qui est particulièrement adapté de la grande famille de la France-Afrique, puisqu'il s'agirait effectivement, ces chefs rebelles, des propres neveux de l'actuel président tchadien. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire qu'au-delà de cet aspect rupture dans la nouvelle politique qui était supposée être celle de la France depuis 2 ans, il y a aussi l'importance stratégique du Tchad aujourd'hui dans une région qui est, rappelons-le, minée par les islamistes et par les mouvements islamistes. Et là, on voit bien qu'il y a d'autres alliés qui sont en train d'arriver dans le champ du Tchad, et notamment Israël, qui d'ores et déjà fournit des systèmes de sécurité d'écoute au président Déby, et aussi des matériels militaires qui sont en cours de négociation. Jean-Philippe ? Oui, je pense qu'il y a effectivement plus une tradition qu'une rupture, en l'occurrence, de relations bilatérales France-Tchad, qui ne date pas d'hier, mais d'avant-hier, et surtout d'un contexte général qu'il faut quand même rappeler, parce que les soldats français qui sont là-bas, rappelons-le quand même, ils sont 4000 dans la zone qui fait 9 fois la France, c'est le G5 Sahel, dont le Tchad, qui est le cœur du dispositif, puisque c'est là qu'il y a le commandement Barkhane, l'opération Barkhane, mais Barkhane n'est pas tombé du ciel. C'est une action sous mandat des Nations, en tout cas dans le cadre des Nations Unies, aussi de l'Organisation de l'Unité africaine, qui réunit 5 États dans un bloc de défense contre le djihadisme. Et donc, ils ne sont pas là, les soldats, pour faire la circulation sur les ronds-points, ni arbitrer des oppositions politiques qui ont lieu dans ces pays comme dans d'autres. Il y a eu le cas d'ailleurs au Mali, et ça n'a pas empêché la France d'intervenir à l'appel du pouvoir en place, qui n'est pas non plus au Mali une démocratie accomplie. Donc le Tchad n'est pas une démocratie accomplie, on le sait, mais il y a un contexte général international avec d'autres pays européens, donc multinationale, de lutte contre le djihadisme. Donc son contexte général doit être rappelé. Ce n'est pas un hasard si Jean-Yves Le Drian, certes ministre des Affaires étrangères, mais ancien ministre de la Défense, qui a mis en place l'opération Barkhane en lien avec de multiples États, a répondu à cette question de l'agression rebelle. Deuxième point, le sud libyen. Parlons-en. J'ai eu l'occasion d'y être d'ailleurs en 2016, de souvenir, ou 2017, l'été 2017 au Tchad et au nord du Tchad. Et qu'est-ce qu'on voit effectivement dans les poste avancé de l'armée française à Fort Faya-Largeau, l'ex-Faya-Largeau, quelques encablures de la frontière sud-libyenne, c'est qu'il y a un état de non-droit. Mais donc, à vous entendre, parce qu'il y a un état de non-droit, parce qu'il y a un problème djihadiste, on peut se permettre d'intervenir dans les affaires en tout cas, il y a de politique intérieure d'un pays, à vous entendre, c'est ça ? Il y a un impératif de stabilité et de protection de la frontière. Quand il y a 50 véhicules armés qui traversent la frontière pour un coup d'État armé, appelons aussi un chat, ce n'était pas des banderoles d'opposants pacifiques. Il y a effectivement un accord bilatéral qui fait que la France intervient pour protéger cette frontière-là. Oui, je ne vais pas entrer dans les détails que vous connaissez mieux que moi, mais toutes ces interventions, c'est quand même toujours le choix entre la peste et le choléra. Doit-on maintenir un dictateur qui empêche le chaos? Doit-on soutenir des forces d'opposition qui peuvent mettre le chaos? Enfin, souvenez-vous la Libye qui a été un désastre. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même contexte qu'ailleurs. Il ne s'agit pas d'intervenir. C'est pas l'Amérique latine quand il y avait les Américains qui soutenaient Pinochet. On est dans un monde tout à fait différent. Sur ce dilemme qui est toujours posé, Jean et Akram. On prolonge le statu quo, c'est-à-dire qu'on évoquait tout à l'heure l'intervention au Mali, c'était en 2013, enfin 2012-2013, entre fin 2012, début 2013, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La zone n'est absolument pas sécurisée. Si effectivement les forces françaises s'en vont, il y a fort à parier que beaucoup de régimes de la région tomberont, ça c'est clair. Et on a effectivement cette question du Tchad, avec, comme toujours, dans la dialectique, dans le discours officiel français, l'utilisation de la Libye. Alors pendant très longtemps, la Libye, c'était l'ennemi de Kadhafi, c'était l'ennemi des régimes tchadiens divers et variés, parce qu'il y avait des revendications territoriales. Et là, on nous dit, attention, il venait de Libye. On ne nous dit pas c'était des islamistes, parce que peut-être que ce n'est pas le cas, mais le seul fait de dire que ces gens-là venaient de Libye qu'on donne une espèce d'empreinte djihadiste potentielle, c'est-à-dire un danger. Ils viennent de Libye, donc ils viennent du pays
qui est effectivement totalement désorganisé. Donc c'est un argument. En quoi c'est un argument? Effectivement, encore une fois, le formalisme, oui, un gouvernement appelle au secours, mais enfin, M. Déby a quand même, comme disent les Anglais, un record, un passif, un passé. Je rappelle qu'il y a un opposant qui a disparu il y a quelques années, dont on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Et on regarde ailleurs par rapport à ces questions-là. C'est quand même un argument, pour répondre à monsieur, c'est un argument assez précis sur le sud libyen, où on sait, c'est pas de la fantasmagorie, qu'il y a des trafics en tout genre, à la fois criminels, des réseaux qui s'imbriquent les uns entre les autres, les trafics humains aussi, les trafics de drogue, les trafics d'armes, et on sait que ça se passe plutôt au sud libyen qu'au nord du Tchad. Plutôt au sud libyen, au sud algérien qu'au nord du Mali, grâce à l'opération Barkhane et aussi à ces 5 États qui se solidarisent entre eux, à tort ou à raison concernant les régimes. La question du régime me semble être secondaire par rapport aux impératifs géostratégiques de cette ensemble Pour conclure sur ce thème, Jean, ça pose aussi la question de la pérennité aussi du régime d'Idriss Déby. Ben oui, il semble quand même que la situation pour le régime soit quand même plus compliquée sur le plan strictement local, c'est-à-dire sur le plan maintenant d'une espèce d'exaspération de la population qui monte, parce que l'insécurité au Tchad, elle grandit principalement dans la région du lac Tchad, où vous avez Boko Haram qui multiplie les incursions, et c'est pas là qu'on a été bombardé avec nos Mirage 2000. Donc il faut quand même bien mettre les choses dans le bon sens. Là, c'est vrai que le sud libyen est le centre de tous les trafics que l'Occident contrôle en partie, puisqu'il les connaît, il connaît les itinéraires. Ils n'ont pas eu beaucoup de mal, d'ailleurs, à bombarder cette colonne. La situation est autrement plus complexe et dangereuse dans la région du lac Tchad, à mon avis. Et donc, une région sur laquelle on revient régulièrement, et on voit bien pourquoi aussi. Je vous propose qu'on avance maintenant dans l'émission avec cette charade presse qu'il dirige l'Algérie depuis 1999, c'était au siècle dernier. Ses apparitions publiques sont rarissimes. Son dernier discours date de 2012. Arrimé à une chaise roulante, il est l'ombre de lui-même depuis son accident vasculaire cérébral en 2013 et pourtant, il ne part pas. Abdelaziz Bouteflika est candidat à un 5e mandat à la tête de l'Algérie. Samedi, à la veille de l'annonce officielle, son parti lançait la machine, évidemment sans lui. J'ai l'honneur d'annoncer que le Front de Libération Nationale a désigné le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika comme candidat. Et cette candidature n'est pas à proprement parler une surprise, Akram. Absolument pas. Certains espéraient tout de même qu'il y ait un élan de raison au sein du pouvoir algérien. Ça n'a pas été le cas. Donc, effectivement, on a cette candidature pour un 5e mandat qui ferait que, s'il va au terme, il aura régné 25 ans. Pour faire passer la pilule, on promet aux Algériens un dialogue national et une éventuelle révision constitutionnelle. Je ne sais pas le nombre de révisions constitutionnelles qui ont eu lieu depuis 1999. C'est une situation. Il en a fait plusieurs lui-même. Voilà, c'est une situation difficile, très, je dirais, qui accable beaucoup d'Algériens, qui engendre de la résignation. Alors il y a effectivement une partie de la population qui préfère le statu quo parce que, justement, par comparaison, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie. Ils préfèrent finalement ce pouvoir-là qu'autre chose, ce qu'ils connaissent plutôt que le saut dans l'inconnu. Mais tout de même, dans les semaines qui vont venir, il va être très intéressant de voir comment la société va réagir. Est-ce qu'une partie de cette opposition qui est en train d'appeler et de dire clairement non à un 5e mandat, est-ce qu'elle va pouvoir s'exprimer? Est-ce qu'elle va pouvoir manifester? Est-ce qu'elle va pouvoir faire connaître ses arguments? Le chef d'état-major a tout de même tenu un discours jeudi dernier, assez dur et assez menaçant en parlant d'ennemis de l'intérieur, d'ennemis de l'extérieur bien entendu, mais aussi d'ennemis de l'intérieur, ce qui est quand même une manière de mettre en garde un peu les opposants. C'est une situation très tendue, très difficile et qui concerne, là pour le coup, on parlait du Tchad tout à l'heure, là pour le coup, ce qui se passe en Algérie ne concerne pas que les Algériens, c'est vraiment toute la région et y compris l'Europe qui est concernée. Et on va reprendre tous ces éléments point par point, parce que c'est vrai que le pouvoir en Algérie est concentré dans différentes mains, mais c'est vrai que la première question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que les Algériens, qui sont presque pour la moitié très jeunes, en moins de 25 ans, qui donc n'ont connu qu'Abdelaziz Bouteflika, est-ce qu'ils vont tolérer un 5e mandat? C'est pas sûr.
C'est pas sûr. Moi, un de mes amis algériens avec qui j'étais hier au téléphone, en préparation de cette émission, me disait, en plaisantant, des réformes constitutionnelles diverses et variées dans ce pays, il devrait faire une monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire que, pratiquement, on est dans cette espèce de voilà où vous avez un président à vie, certes malade, certes manipulé par différentes factions, mais qui, au fond, est un peu comme Louis XVI, totalement déconnecté de sa population. Il faut se souvenir qu'en Algérie, il y a eu des émeutes de la faim en 2011. Les gens n'avaient plus rien à manger. On manifestait à Alger, à Oran et dans la plupart des grandes villes. Et que le pouvoir a lâché du lest à l'époque en subventionnant le sucre, la farine, les pommes de terre, etc. Enfin, les produits de première nécessité. Et que ça a eu un aspect pratiquement anesthésie sur la société algérienne, cette affaire de 2011. Et que depuis, les gens se disent effectivement, certes, on n'est pas très bien lotis, certes, on s'ennuie beaucoup, certes, le pays mobile, mais au moins, on a une espèce de paix civile qui règne dans ce pays, paix civile basée sur l'ennui et en partie le désespoir de la... Et sur le souvenir de la décennie noire dans les années 90. Un nouveau mandat, pourquoi faire ? C'est vrai qu'il y a quand même une désespérance qui traverse ce pays. Vous avez parlé de la jeunesse, il y a 45% de la population à moins de 25 ans. Hein. C'est 20 millions de jeunes qui sont en fait coincés plutôt dans la passivité par rapport à un régime qu'il faut rappeler qui est très militaire et policier. Donc finalement, les marges de manœuvre sont très faibles en termes de protestation et en termes voire d'insurrection. Donc c'est un pays très militarisé, pour des raisons aussi du traumatisme du djihadisme, du terrorisme GIA il y a plus d'une vingtaine d'années qui a traumatisé le pays et le pouvoir s'est appuyé là-dessus pour renforcer et maîtriser ces dispositifs parfois de répression. Mais c'est vrai que ce problème politique, et c'est vrai ce qui contraste, c'est le vieil homme en fauteuil roulant qui ne s'est pas exprimé publiquement depuis 2012 et cette jeunesse du pays et aussi ce problème politique doublé du problème économique et social. Et c'est un pays qui pourrait être très riche, un peu comme le Venezuela finalement, qui est quasiment en état... Oui, l'Algérie est un état pétrolier et gazier qui a aussi. Des grandes richesses par rapport à ses voisins, qui pourraient être sans doute à un niveau économique et social bien supérieur. Et pour autant, il y a cet enfermement dans la désespérance sociale. Et la question... Et l'exil. Et la question que ça pose aussi, c'est comment Abdelaziz Bouteflika dirige le pays. Puisqu'on ne sait pas... Donc AVC en 2013... On ne sait pas tout à fait bien dans quel état est son cerveau. Enfin, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une très grande opacité, de plus en plus, disent les observateurs de l'Algérie, au sommet de l'État. De toutes les façons, la notion d'opacité a toujours été le label du pouvoir algérien. Mais plus encore aujourd'hui ? Plus encore aujourd'hui, bien entendu, parce que le pouvoir effectif, on ne voit pas le président dans un pays où les présidents précédents, et même Abdelaziz Bouteflika, à un moment donné, occupait le devant de la scène, était omniprésent par leurs discours, par leurs interventions, par leurs voyages à l'étranger. Là, on a des supputations et en toute honnêteté, on ne sait pas. Très peu de gens savent. On sait qu'il y a des clans, on sait qu'il y a un clan présidentiel constitué par son frère qui est très bien avec le chef d'état-major. Donc ça fait un clan, une alliance. Vous avez d'autres clans autour d'anciens premiers ministres, autour d'ex-généraux à la retraite. Tous ces gens-là appartiennent à la même famille. Cette famille-là, jusqu'à présent, a toujours réussi à trouver un consensus et en cas de difficulté, ces gens-là ont toujours trouvé la solution de façade, c'est-à-dire qui affiche toute la légalité voulue, toutes les dispositions, je dirais, tout le formalisme nécessaire pour faire croire qu'on a trouvé une solution. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika, ce 5e mandat, est le signe d'un échec. C'est quoi, c'est le petit dénominateur commun entre tous ces cercles du pouvoir, qu'on pourrait résumer ça comme ça ? Exactement, de l'incapacité de ce pouvoir à s'entendre autour d'un candidat de remplacement qui donne suffisamment de garanties aux uns et aux autres pour que le statu quo soit maintenu. On ne parle pas d'idéologie ici, ce n'est pas des différents idéologiques. C'est des contrôles de rouage du pouvoir et de la rente pétrolière. Mais donc, qu'est-ce qui se passe si Abdelaziz Bouteflika, dont on connaît l'état de santé, venait à mourir ? Eh bien, à ce moment-là, ce pouvoir-là va être obligé de trouver son candidat de consensus. Et c'est ce qui inquiète énormément d'Algériens qui sont à la limite presque rassurés de savoir qu'on va pour un 5e mandat, parce que tout le monde sait, y compris les principaux concernés, que le jour où cette question de remplacement se posera, là, la crise va être palpable et on risque d'avoir tous les scénarios possibles, du meilleur comme le pire. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que cette figure tutélaire évite les guerres fratricides. Voilà. C'est pas une figure tutélaire.
c'est un zombie. Il sert de ça. Vous parliez de Louis XVI. Enfin, Louis XVI était le roi de France depuis des centaines d'années, donc c'était beaucoup plus lui couper la tête, c'était beaucoup plus grave. Et en effet, il fallait sans doute le faire. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il fallait. Et là, on a quand même des caricatures. C'est pas un monarque, c'est même pas comme au Maroc. Donc c'est un zombie. Voilà, c'est un zombie muet que les autres font parler, promènent dans sa voiture roulante. Alors maintenant, moi, je me souviens des printemps arabes en 2011 où il y avait un très grand espoir de démocratie dans ce monde arabe absolument qui est plongé dans la désespérance, avec en effet une population très jeune et avec un fort désir dans cette jeunesse, je suis certaine, de démocratie. C'est clair, c'est apparu en 2011, ça ne peut pas ne pas continuer, même si, en apparence, on a le sentiment qu'il y a la désespérance, mais en dessous, je pense qu'il y a un long processus qui va se manifester. Il ne faut pas être totalement pessimiste. Mais une fois de plus, c'est ça qu'on a. Vous disiez très bien, soit le chaos, soit le zombie. C'est vrai que soit la terreur de ce qui va arriver, soit un dictateur. Alors là, c'est la caricature même. Il y a trois pays qui peuvent être. Il y a des comparaisons possibles sur l'aspect économique. Ça peut ressembler au Venezuela avec cette rente pétrolière ou gazière dans les deux pays qui n'a pas abouti au développement du pays. La comparaison avec l'Égypte aussi, puisqu'on voit que contre le bouclier, faire bouclier contre l'islamisme a permis, entre guillemets, d'asseoir et de renforcer un pouvoir autoritaire, très policier. Et je pense aussi, troisième comparaison, ça fait penser à ces vieux présidents du Soviet suprême soviétique, quasiment en mourant, subclaquant. On voyait que les guerres de succession allaient se profiler, mais on attendait jusqu'à la fin et on mettait sous ils étaient même maquillés. Et ce système soviétiforme algérien... Je pondérerais la comparaison, et notamment sur la question de l'islamisme, parce que le pouvoir algérien actuel utilise très fortement la dimension islamiste de la société. Une des grandes réalisations de Bouteflika, qui devrait être inaugurée d'ici la fin de l'année, peut-être par ce président s'il est réélu, c'est la grande mosquée d'Alger avec le plus grand minaret du monde. Si vous voulez, on envoie des signes constants aux islamistes pour, là encore, acheter la paix sociale. Et d'une certaine manière, les islamistes politiques en Algérie font également partie du système. Ce qui fait que vous n'avez aucune marge pour la société civile, d'aucune sorte. La comparaison avec Bruxelles, si vous voulez, venait du système institutionnel et politique qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire, effectivement, un monarque qui n'est au fond que l'incarnation d'une idée et qui sert à faire régner l'immobilisme. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'il y avait une dimension tragique dans la Révolution française, et que là, je trouve que c'est plutôt... c'est comique. Enfin, il y a quelque chose de risqué. C'est un peu tragique pour les Algériens. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas tragique dans le peuple. Mais il y a quelque chose d'horrible, de pathétique. Voilà. Et la comparaison est mieux avec les derniers grands oligarques du régime communiste, en effet. Pour conclure, Akram, est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est encore bloquée dans cette ère Bouteflika, et jusqu'à quand ? Alors, elle est bloquée parce qu'effectivement, il est président, parce que quand vous avez une absence, une vacance quelque part de pouvoir, les grandes décisions ne se prennent pas, les réformes ne sont pas faites. L'Algérie a besoin de réformes urgentes, y compris alors sur le plan économique, certes, mais il y a deux grands sujets qui sont l'éducation et notamment le système de santé. Tout le monde attend. C'est un pays qui a besoin de décisions et c'est un pays qui bouillonne par ailleurs parce que effectivement, on a beaucoup parlé de la jeunesse. Ce qui est frappant en Algérie, c'est l'ensemble d'initiatives, de dynamisme d'une partie de la population, de la jeunesse, mais qui bute de manière régulière sur, je dirais, le caractère rigide, archaïque du système politique. Et ce qui caractérise, à mon sens, le pouvoir algérien, au-delà de tout, on peut dire effectivement que c'est un pouvoir policier, militaire, etc. Mais c'est fondamentalement un pouvoir qui ne fait pas confiance à sa propre population. Il y a des compétences en Algérie. L'idée même que les Algériens pourraient demain comprendre ce qui se passe dans leur pays, proposer des solutions parce que c'est un pays qui a besoin d'aller de l'avant, ça c'est un discours que le pouvoir n'entend pas. Et le 5e mandat, c'est une manière de dire finalement le pays nous appartient. Et une présidentielle qui aura lieu le 18 avril prochain, pour laquelle Abdelaziz Bouteflika fait figure de grand favori. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Rodinesco, Jean-Philippe Moinet de la Revue Civique, Akram Belkaïd du Monde diplomatique et le journaliste indépendant Jean Stern.
Ce fut un week-end choquant à Paris avec une flambée d'actes antisémites. Plusieurs inscriptions anti-juives ont été découvertes. Un arbre en mémoire d'un jeune homme victime il y a 13 ans du gang des barbares a aussi été, lui, vandalisé dans l'Essonne. Et c'est précisément dans le cadre de la cérémonie de remise du prix Ilan Halimi contre le racisme et l'antisémitisme que le Premier ministre s'en est ému. Aujourd'hui, je m'exprime avec un cœur qui est forcément assez lourd et une forme de rage au ventre. Je ne me départis pas de mon optimisme et de ma foi dans l'humanité, mais le boxeur que je suis sait dire quand il a pris un coup et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi. Nous prenons des coups quand sont tracées des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand des agressions se multiplient contre les personnes et contre les biens, à raison de ce qu'ils sont. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur les vitrines la mention Youn. Elisabeth, un sale climat s'est emparé de la France ? Pardon ? Un sale climat s'est emparé de la France ? Non, je pense que l'antisémitisme, il existe depuis toujours, qu'il s'en ira jamais. Alors, il y a des moments plus ou moins de crise, mais il est là depuis très longtemps. Et je suis très frappée que c'est toujours le même discours. Il vient de Drummond, 3 points. Les Juifs, c'est l'argent, les Juifs, c'est le sexe, les Juifs, c'est le pouvoir. Donc, c'est toujours la même chose. Ils détiennent le pouvoir, ils sont les rois du sexe, et ils ont l'argent. Et ça, c'est le discours est toujours le même. Mais il est utilisé à certains moments par l'extrême droite, à d'autres moments par les islamistes, à d'autres moments par n'importe qui, mais ça ressurgit toujours. Et ça ressurgit évidemment encore plus quand il y a des problèmes sociaux. Toujours, c'est là. Mais comment ça s'explique, cette haine des Juifs qui revient systématiquement? Ça, l'antisémitisme, pour l'expliquer, c'est 11 volumes je veux dire, il y a des travaux. Alors, l'antisémitisme existe depuis toujours, depuis que le peuple de la Bible existe. Et on a cherché toutes les solutions possibles. Et donc, là, voilà. Maintenant, encore un point. Moi, j'ai pas mal étudié justement dans ce livre. Ce qui m'intéresse, c'est aussi l'antisémitisme inconscient. C'est-à-dire des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils tiennent des discours antisémites et qui les tiennent. Et ça tient beaucoup au fait que l'antisémitisme dans le discours est interdit par la loi, ce qui est une très bonne chose. Donc ça passe ailleurs. Alors ça passe dans le geste, les croix gammées, ça passe aussi par des phrases, par des moments où on reconnaît tout de suite un antisémite. En ce moment, il y a une recrudescence quand même. On est dans un pic plutôt haut. On est dans un pic et on constate que ce pic n'est pas propre à la France. Je crois que c'est quand même très important de voir qu'on a eu les statistiques européennes cette semaine précisément et que les 3 pays où les actes antisémites ont le plus augmenté sont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, dans cet ordre-là. Et donc 3 pays, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, qui sont à la pointe de l'Europe, qui sont des puissances européennes et dans lesquelles le ressenti anti-juif est le plus fort aujourd'hui par des actes concrets, puisque en Grande-Bretagne et en Allemagne notamment, on recense tous les actes concrets. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que cette remontée-là, elle est alimentée par des hommes politiques très directement, et des hommes politiques puissants aujourd'hui. Il suffit de citer les campagnes contre Georges Soros, qui incarne cette figure du juif et de l'argent. Il suffit de citer d'autres campagnes infamantes qui sont menées aujourd'hui contre certaines personnalités d'origine juive sur le web, pour constater qu'aujourd'hui, on fait ressortir les vieux clichés, les clichés les plus rances, et que c'est consternant de voir qu'aujourd'hui, le Premier ministre hongrois, le Premier ministre polonais, certains dirigeants italiens, certains hommes politiques de Grande-Bretagne tiennent des propos qui sont des propos qui font recours à tous ces vieux clichés antisémites qui sont effectivement remontent à la nuit des temps. Elisabeth, je vais vous répondre et Jean-Philippe. Absolument d'accord avec cette analyse. Je dirais quand même qu'en France, ce qui a beaucoup contribué, c'est l'apologie à laquelle on a droit depuis un certain temps, quand même, l'apologie de Pétain, la relativisation de la résistance, les idéologues qui se déchaînent en disant Pétain, c'était pas si mal que ça. Oui. On va reparler d'Éric Zemmour, dont le livre fait l'apologie de Pétain, et toujours avec ce côté, mais quand je parle de Pétain, ça ne veut pas dire que je parle des Juifs. Bah si,
Bah oui. À partir du moment où on relativise complètement des régimes de ce genre, j'ajoute aussi la fascination pour la réédition des auteurs d'antisémites de plume. On a joui avec Robatet, on a débattu sur les pamphlets de Céline, etc. Mais il y a une jouissance de l'antisémitisme qui existe absolument partout, chez ces idéologues. Mais comment on explique qu'il y a un pic en ce moment? Est-ce qu'on arrive à identifier les raisons pour lesquelles il y a une résurgence de l'antisémitisme? Alors malheureusement, d'ailleurs, je me vient en mémoire un mot d'Elie Wiesel qui dit, on parle souvent des maladies mentales, mais avec l'antisémitisme, il rajoutait, avec l'antisémitisme, c'est une maladie morale. Et j'aimais bien cette expression parce que quand les barrières morales tombent, une à une, progressivement, une petite, une moyenne, une grande barrière tombe, finalement les radicalités au pluriel s'engouffrent. Et dans le flot de radicalité auquel nous assistons en France aujourd'hui, en 2019, extrême droite, extrême gauche, l'islamisme radical qui a aussi prend substance. On se souvient de ce qui s'est passé à Toulouse en 2012 avec l'attentat contre des enfants, enfin, l'assassinat d'enfants juifs dans une école à Toulouse qui venait de l'islamisme radical. Et quand on voit une crise sociale, une protestation sociale, sous couvert de protestation sociale, de déverser des violences, et l'alerte est aujourd'hui forte en France. Et j'écoute aussi ce qu'a dit à juste titre Raïm Corsia, le grand rabbin de France, qui disait très récemment, quand toutes les violences s'engouffrent, il y a dedans l'antisémitisme s'engouffre. Et donc, la radicalité ne sont pas une radicalité unique, à une unique source idéologique, sur ce fantasme du complot, des juifs comploteurs mondialement, pouvoir de l'argent pour pouvoir tout court, qui seraient les maîtres du monde, ce qui est complètement évidemment ridicule, mais qui malheureusement est une thèse haineuse qui tue. Et donc aujourd'hui, on voit qu'en France, il y a des radicalités, y compris dans la rue. Le phénomène des Gilets jaunes, par des porosités et par des connivences des radicalités en son sein, fabrique aussi une sorte d'entraînement vers des choses qu'on croyait complètement exclues du domaine démocratique, que sont les thèses antisémites et complotistes par les réseaux sociaux. Ça aussi. L'antisémitisme est un complotisme. Oui. Alors, c'est une affaire très grave. Les chiffres interpellent et inquiètent. Donc 74% de hausse des actes antisémites en France l'an dernier. Pour reprendre les idées développées dans un blog sur Mediapart par mon collègue Dominique Vidal, il faut savoir aussi regarder les chiffres. Nous étions en France, et tout le monde s'en félicitait ces dernières années, dans une phase de décrue de ces violences. Quand on compare avec les chiffres de 2017 et 2016. Aujourd'hui, nous sommes revenus au niveau de 2009, à peu près. La question, moi, je n'ai pas entendu d'interrogation sur pourquoi nous avons... ça a repris alors que nous étions dans une période de décrue. Alors effectivement, il y a plusieurs convergences. Il y a le fait que, comme vous l'avez dit, ça n'a jamais disparu. On a voulu faire croire aux Français pendant très longtemps que les seuls antisémites qui vivaient dans l'Hexagone, c'était les nouvelles populations arrivées du Maghreb et d'Afrique subsaharienne parce que la question du conflit israélo-palestinien. Et donc on a fait semblant d'oublier qu'il y avait un vieil antisémitisme hérité, présent. Il suffit de regarder la littérature du 19e siècle, y compris des auteurs illustres pour trouver au détour d'une page, je cite Balzac par exemple, des choses absolument horribles, mais on a trouvé des boucs émissaires. Aujourd'hui, c'est des réalités qui nous reviennent à la figure à la faveur de situations tendues, d'une société qui va mal, d'un climat politique exécrable et effectivement de gens qui ont fait l'apologie de régimes dont on nous a expliqué que finalement c'était pas pire qu'autre chose et qu'ils avaient sauvé la France, etc. Donc ça c'est très difficile. Le problème aussi, moi ce qui m'ennuie dans cette affaire aussi, donc condamnation ferme, sans aucun problème de ces actes antisémites, je suis par contre vigilant sur l'usage de ces chiffres
pour déconsidérer un mouvement social, pour dire c'est la faute aux Gilets jaunes, c'est la faute aux gens qui manifestent, c'est leur personne. Ça, si, on sent tout de même chez la tentation, chez certains dirigeants politiques, de faire un amalgame pour dire regardez, voilà, ils sont dans la rue, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont dans la rue, voilà à quoi ça aboutit. Le danger. J'ajouterais juste un mot sur cette affaire de chiffres et de tensions, parce que on a parlé bien entendu de la hausse des chiffres antisémites en 2018, mais il y a eu aussi la hausse des attentats contre les églises et les temples protestants, qui est très importante. Plusieurs profanations en parallèle le week-end dernier aussi d'églises, 9 églises. On voit bien qu'il y a une montée. Christianisme et du judaïsme. Il y a une montée de l'intolérance globale. Et j'ai envie de citer là une phrase de Lévinas, Philosophie Magazine. Nos confrères viennent de faire un hors-série formidable sur Lévinas. Et j'ai trouvé cette phrase dans ce hors-série. Après vous, cette forme de politesse devrait être la plus belle définition de notre civilisation. Et je pense que ça s'applique très bien à la situation qu'on vit aujourd'hui. Jean-Philippe ? Oui, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a, je ne pense pas, d'amalgame effectué pour accabler tous les gilets jaunes de ce fléau antisémite qui traverse leur rang quand même. Inversement, on peut considérer quand même, et c'est en tout cas ma thèse, qu'il y a certaines complaisances à partir du moment où on accepte des violences, y compris chez les gilets jaunes. Il y a des gilets jaunes qui n'acceptent pas les violences, mais il y a des gilets jaunes non seulement qui l'acceptent, mais qui y participent. Sous prétexte d'une protestation sociale. Ça peut se comprendre en théorie, mais en pratique, qu'est-ce que ça libère ? Ça libère des actes violents qui n'ont pas de fin entre eux et qui s'enchaînent les uns avec les autres. Et il y a des acteurs idéologiquement très marqués, en tout cas caractérisés par l'apologie de l'antisémitisme dans leur rang. Et c'est vrai que cette diffusion, cette porosité pose un problème aujourd'hui du rapport à la violence qui, encore une fois, cherche à un moment donné des boucs émissaires. Et donc, on peut considérer qu'au départ, les protestations sont de bonne loi, et puis à l'arrivée, au bout de 14 samedis, on s'aperçoit que le lendemain, ce genre de graffiti apparaissent sur les murs. Il n'y a pas un lien direct de cause à effet pour tout le monde, mais il y a quand même un lien. Et ce lien de complaisance par rapport à l'acte violent, je pense qu'il est dangereux dans une démocratie parce que la violence s'entraîne elle-même vers des horizons. C'est une complaisance minimale. Vous ne pouvez pas parler de complaisance de tous les gilets jaunes. Idéologique. Il y a des partis qui appellent à l'insurrection samedi sur samedi. Il y a une sorte de banalisation du discours violent et des actes violents et qui sont acceptés, qui sont à la fois marginaux en nombre, mais qui créent un climat délétère. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne trouve pas qu'il y ait bien entendu des gens dans les rangs des Gilets jaunes qui en profitent pour mettre le souk et s'attaquer à la fois au symbole de l'État pour faire ce genre de choses. Ça, c'est évident. Mais je pense qu'il faut être très prudent. Ce n'est pas parce que ces gens-là sont là qu'ils sont protégés par la majorité des manifestants qui battent le pavé depuis plusieurs semaines ou par les gens qui sont en train de protester et qui portent des revendications sociales tout à fait légitimes au vu de la situation politique et économique de la France. C'est très dangereux. Ne nous amusons pas avec l'antisémitisme. Mais il y a une confusion. C'est trop grave pour qu'on puisse l'instrumentaliser pour régler d'autres comptes politiques. Pour moi, c'est pas seulement l'antisémitisme, mais c'est notamment l'antisémitisme qui est un des actes violents les plus graves qu'une démocratie doit combattre. Et c'est vrai que ces violences caractérisées et assumées comme telles sont en train de se banaliser comme un spectacle du samedi ordinaire. Elisabeth, je vais moi je suis d'accord avec rien de tout ça parce que ça analyse. Parce que d'abord, Balzac n'est pas antisémite. Parce que sinon, Voltaire est antisémite. Il faut faire très attention avec l'étude de la littérature. L'antisémitisme est quelque chose de très très précis. C'est pas parce qu'il y a des figures de juifs dans la littérature que on doit caractériser un discours comme antisémite. On ne peut absolument pas dire que tout mouvement de violence, comme vous le dites, finalement, fait ressurgir l'antisémitisme. C'est pour ça que les statistiques me plaisent. L'antisémitisme, il est là. Voilà. Dès qu'il y a un problème, c'est quand même les Juifs qui sont accusés. Toujours, toujours, toujours. Donc ça ne sert à rien de dire c'est quand il y a les gilets, c'est quand il y a ceci, quand il y a cela. Il faut étudier vraiment le discours. Et ce qui est caractéristique dans ces statistiques, c'est qu'on voit remonter l'expression de l'antisémitisme, l'expression publique. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que c'est un refoulé. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un refoulé qui apparaît tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, c'est vrai que ce n'est pas que la France. Mais la France est particulière.
Il y a une La France est particulière pour une raison très simple. Oui. C'est qu'il y a la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté France est musulmane particulière d'Europe. parce qu'on a eu l'affaire Dreyfus, qu'on a eu Drummond avant. Oui, mais on a eu le statut des Juifs aussi. D'accord. La France a été un modèle pour tous les Juifs d'Europe. La France est formidable d'un côté avec les Juifs, avec le statut des Juifs. De l'autre côté, ça va ensemble. On est un des pays où le refoulé antisémite est le plus grand. Mais donc, vous savez bien ça que va très bien ensemble. Même le procès Dreyfus a été un exemple pour les ligues des droits de l'homme dans toute l'Europe. On est d'accord. La Ligue des droits de l'homme française qui apparaît au moment de l'affaire Dreyfus, d'une certaine manière, elle va diffuser cette idée des Lumières dans toute l'Europe. Donc c'est à double tranchant. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a toujours eu deux France. Bien sûr. Il y a la France de Dreyfus, la France des anti-Dreyfus. Bien sûr. La France de Valmy, la France de Vichy. Absolument, et on n'en est pas sorti. Donc, il ne faut pas accuser une foule particulière dans lesquelles il y a évidemment l'irruption de Jean-Philippe, d'en être responsable. Jean-Philippe, je vais vous laisser conclure sur ce thème rapidement. Oui, non, c'est vrai, et je rejoins un monsieur quand il disait quand un pays va mal ou quand une société va mal, il y a cette recherche éperdue, fantasmagorique, irrationnelle de bouc émissaire. Et c'est un symptôme aussi pour la France, cette résurgence qui existe quand même dans les propos, cette banalisation du mal, dirait Hannah Arendt. Mais c'est vrai que face à ça, il y a des fronts d'intransigeance à affirmer, celui de l'école, celui du droit, de la justice, celui des politiques. Et c'est vrai que je rejoins aussi ces idéologies d'ultranationalisme qui se répandent dans toute l'Europe et qui ont pour résultat aussi, pas seulement, mais aussi cette résurgence de l'antisémitisme qu'il s'agit de combattre et de combattre. La Hongrie a un long passé antisémite. Oui, et comment toute l'Europe centrale. Toute l'Europe centrale, bien entendu. Et on voit bien que la problématique concerne pas seulement la France, l'Europe aussi, et pas seulement. Je vous propose qu'on avance encore un petit peu avec cette affaire qui éclabousse le petit monde parisien de la presse et de la publicité. Pendant plusieurs années, une trentaine d'influenceurs ont utilisé leurs outils de travail, le verbe, la technologie, pour mener des entreprises de démolition sur les réseaux sociaux à l'encontre de collègues, souvent des femmes. Leur petit nom, la Ligue du LOL, elle ne fait décidément plus rire personne. C'est une histoire qui commence à l'abri d'un écran d'ordinateur. Des petites blagues entre amis qui virent au cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. À l'origine, un groupe restreint né il y a 10 ans sur Facebook, la Ligue du LOL. Son passe-temps, prendre pour cible des personnes sur Twitter. Quelques hommes, mais beaucoup de femmes, identifiées comme féministes, de jeunes blogueuses ou journalistes, comme Capucine Pio. La Ligue du LOL m'a repéré et a commencé son travail de sape, petit à petit. Montage photo, vidéo, visant à se moquer de moi. Insultes, menaces, humiliations publiques, pendant des années pour certaines. Ils savaient qu'on pleurait, ils savaient qu'on était touchés, ils savaient qu'on avait peur. Florence Porcel, youtubeuse, dénonce une culture de l'entre-soi machiste dont elle a fait les frais. Il y avait d'autres choses tout à fait dégradantes comme un photomontage de mon visage sur le corps d'une actrice pornographique dans une position très équivoque. On sentait la malveillance derrière. On sentait vraiment la volonté de nuire. Et c'était pas tant le contenu que la répétition sur le long terme, régulièrement et par une meute. Derrière la Ligue du LOL, des hommes, journalistes, publicitaires, communicants. Certains travaillent dans des rédactions comme Télérama ou Libération. Ils disent n'avoir pas mesuré leurs actions. Je présente mes excuses aussi sincères que tardives. En créant ce groupe, j'ai créé un monstre qui m'a totalement échappé. Cette libération de la parole m'a surtout fait prendre conscience que je comptais parmi les bourreaux. Ces révélations, les employeurs de 6 membres de la Ligue ont pris des mesures de sanctions, comme Libération qui a mis à pied 2 journalistes. Ma lecture des tweets et des témoignages, surtout des victimes de ce cyberharcèlement qui m'ont révolté. Je trouvais ça absolument honteux. J'ignorais toute l'existence de cette Ligue du LOL. Et donc il a fallu réagir et vite. Les faits décrits par les victimes sont aujourd'hui prescrits, mais le cyberharcèlement peut donner lieu à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors, première question, Jean, pourquoi tellement d'intérêt pour une affaire qui touche finalement un microcosme, le microcosme parisien? Non, elle va au-delà du microcosme parisien, d'abord par le nombre des victimes de cette affaire. Si vous voulez, vous avez 30 gars qui, pendant 3 ans, ont harcelé des dizaines et des dizaines et des dizaines
de personnes. 30 petits messieurs, 30 harceleurs, 30 types très arrogants. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, j'en ai croisé un certain nombre qui me regardaient de haut. Moi, le vieux journaliste qui n'avait pas encore de compte Twitter, qui n'était pas expert en hashtag et autres plaisanteries du même genre. Donc, si vous voulez, il y avait cette dimension d'arrogance, cette dimension de meute, cette dimension de « on va prendre le pouvoir ». Et je crois que ça, c'est un truc très très fort, parce qu'on voit quelles sont les victimes, des femmes, des filles, donc le machisme classique des rédactions parisiennes. Deuxièmement, des homosexuels aussi qui ont été ciblés, des artistes, des chanteurs, des musiciens, d'autres journalistes. Guy Birenbaum, journaliste français bien connu, racontait hier dans l'Express qu'il avait été harcelé par cette bande avec des arguments antisémites. Guy Birenbaum est juif. Donc on retrouve tout ça, cet antisémitisme, cette transphobie, cette homophobie, ce mépris des femmes et ce mépris des femmes dans le travail qui est vraiment catastrophique. Et c'est pour ça que je crois que certains disent c'est l'affaire Weinstein à la française. Je suis assez d'accord parce que ça se passe finalement comme l'affaire Weinstein dans un autre système, au cœur du système français, au cœur du système du pouvoir français, notamment médiatique bien entendu. Pardon, mais moi j'y ai eu droit, je ne sais pas si c'est LOL ou autre chose, je m'en fiche complètement, mais vous ouvrez depuis des années tout Internet, moi j'ai eu droit à la youpine freudienne. La youpine freudienne, la prêtresse youpine freudienne, c'est considérable, qui promeut l'apologie d'un incestueux pourri qui a couché avec sa belle-sœur. C'est le sexe, les juifs, le machisme. Alors, mais ça c'est tout. C'est tout le temps. Et quand on est un peu connu, on y a droit. Il y a une dimension supplémentaire, parce que là, on ne parle pas juste de harcèlement, on parle de cyberharcèlement. Ça prend une amplitude qui est différente, non, Elisabeth? J'ai découvert... Des centaines de mails, voilà. Des centaines de messages, des insultes, des photomontages truqués. Voilà, c'est ça. Quand on a un Facebook, tout ça a été effacé. Moi, j'en reçois partout. Bon, on fait... Je ne sais pas, je ne me suis jamais sentie victime. J'ai toujours considéré que tout ça, c'était une guerre. Voilà, qu'il fallait mener la guerre à tout ça. Mais c'est là aussi, et ça ressemble d'ailleurs, quoi qu'on dise, c'est toujours le même type de discours. C'est les femmes, les homosexuels, les juifs, les arabes, voilà, c'est tout ça en même temps. Alors on vit dans ce monde maintenant qui est celui-là. Alors comment c'est bien? Juste un point, moi, les repentances, je commence à en avoir assez. Oui. Faites référence au témoignage des hommes harceleurs. Oui. Vraiment, je suis tant mieux. D'accord, on parle. Non, mais enfin. Ils sont obligés. Peut-être, mais c'est un côté. Je demande pardon pour avoir été. J'ai été ignoble, je demande pardon. Ouais. Écoutez, franchement. Je suis tout à fait d'accord. Ça ne va pas. Bon, comme vous disiez, Akram, pas tellement le choix. Il faut à un moment donné publiquement s'en excuser. C'est des mécanismes, je dirais, de harcèlement qui existent pas simplement dans ce microcosme. Vous pouvez ça rappelle, pardonnez-moi, je vous coupe, mais parce que peut-être on peut aller là-dessus aussi. Ça rappelle un peu ces fraternités dans les grandes universités américaines. C'est quoi? C'est une fraternité 2.0 de cooptation? C'est des hommes qui signifient des hommes blancs qui ont le pouvoir, qui ont un certain pouvoir, qui ont un pouvoir symbolique et qui signifient à autrui plus faible, dans des positions inférieures sur le plan social ou professionnel, qu'ils ont le pouvoir et qu'ils peuvent l'exercer à n'importe quel moment et qu'ils peuvent détruire. Et donc, ces femmes qui ont été harcelées, elles le disent, il y a quelques témoignages très intéressants, c'est des femmes qui sont pigistes, qui sont précaires, qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'intégrer les rédactions dans lesquelles ces gens-là sont et où ils sont aux commandes, et on leur signifie que non, que c'est le pouvoir, il reste entre un groupe d'hommes. Alors effectivement, on peut trouver de temps en temps des femmes qui se joignent à la meute, mais c'est très rare. Et ça cible... Ça cible effectivement des gens. Vous prenez, je cite un exemple, il y a d'autres cas. La journaliste militante Rokhaya Diallo, par exemple. Mais c'est tous les jours. Vous allez sur son compte Twitter, mais c'est absolument horrible. C'est de la Donc c'est quoi? C'est un concentré de la société dans laquelle on vit en 2019, Jean-Philippe, c'est ça? Oui, il y a des phénomènes qui sont strictement contemporains, qui ont leur source à des phénomènes plus anciens, mais c'est vrai qu'on voit des mécanismes à la fois de meute, ça a été évoqué, et je pense le phénomène d'entraînement que j'évoquais précédemment sur le sujet de l'antisémitisme se voit aussi à l'exercice numérique, et ce qui est affligeant et quelque part désespérant, c'est de voir que ces jeunes hommes éduqués, hyper connectés, se disant progressistes, sont retrouvés dans des médias qui le prétendent en tout cas, se trouvent dans un archaïsme d'un autre siècle.
Et ce qui se passe aussi, c'est cette diffusion sur les réseaux sociaux qui fait penser aux auteurs de ces agressions, un, que c'est plus doux quand c'est numérique, l'agression, et deux, qu'elle est impunie, soit par l'anonymat, la lâcheté de l'anonymat, soit par quelque chose qui masque la réalité, quelque chose de virtuel. C'est quand même insensé. Et qui est d'autant plus insensé que ça prend des proportions au-delà du petit groupe, à la limite qui est méprisable et qui n'a pas beaucoup d'intérêt en tant que tel, c'est que c'est un phénomène mondial et très actuel sur les réseaux sociaux qui appelle quoi ? Qui appelle une réflexion sur la régulation de ce qui se passe, une sorte de révolution. On est comme à la création de l'imprimerie. Il fallait des règles de liberté qui ouvrent un champ de liberté, mais qui aussi limitent la liberté à la liberté des autres. Et on voit aujourd'hui que la loi va beaucoup moins vite que l'Internet. La loi va beaucoup moins vite, mais ce n'est pas une raison pour ne pas ouvrir plus largement la question de la régulation du net, qui est un sujet très compliqué parce qu'il est mondial, mais pas parce qu'il est compliqué qu'il ne faut pas l'investir. Et la France et l'Europe ont un rôle exemplaire à tenir en ce domaine. Je pense qu'il est difficile, délicat, avec les acteurs de la société civile compris. Ils doivent autoréguler, et c'est ce que font les médias en question d'ailleurs, qui culpabilisent, entre guillemets, en tout cas qui font, entre guillemets, une sorte de justice en leur sein. Je vais rebondir là-dessus. Le chantier de la je vais rebondir là-dessus. Je vous propose à ouvrir. Je vous propose de regarder la une du quotidien français Libération qui titrait cette semaine sur la Ligue du LOL, les médias à l'heure des comptes, confrontés à une nécessaire introspection. L'histoire interpelle aussi parce qu'elle est le fait notamment de journalistes, une profession qui est de plus en plus détestée, dont nous faisons partie. Alors il est bon de rappeler quand même qu'il existe des textes. Il y a un code déontologique, la déclaration des droits et devoirs des journalistes, qui date de 71 et qui fait figure de référence en Europe. Qu'est-ce qu'elle dit? Et par rapport à cette affaire de la Ligue du LOL, en quoi est-ce que ça aggrave aussi ce qu'ont fait ces journalistes? Oui, je crois que bien entendu, il faut réguler le web, bien entendu, il faut des lois et tout, mais je crois qu'il faut rester quand même sur le cœur de cette affaire par tout ce qu'elle porte de symbolique, notamment sur effectivement le rôle des médias et le fonctionnement des rédactions. Je crois vraiment que les rédactions, autrefois, c'était des corps fermés et solidaires. J'ai appartenu à des rédactions dans lesquelles on a eu des affaires d'harcèlement qui se sont réglées, si j'ose dire, en famille. Voilà, la personne était mise dehors discrètement, on n'en faisait pas forcément état publiquement, mais on réglait les choses. Aujourd'hui, on voit que les directions des entreprises de presse, en partie parce qu'elles sont affaiblies aussi, laissent faire. Et elles achètent des journalistes, ce Vincent Glade en particulier, mais on pourrait citer 2 ou 3 autres noms, sont achetés comme des marques. Je vais prendre Vincent Glade parce qu'il a une notoriété sur le web et sur Twitter. Or, il a construit sa notoriété en harcelant d'autres personnes. Et donc, je crois que la réflexion doit effectivement se faire très profonde sur aujourd'hui ce que c'est qu'une rédaction, ce que c'est qu'un corps collectif et comment on doit réapprendre des règles communes. Au-delà de ça, spécificité française en Europe, il n'y a pas de conseil de presse comme c'est le cas dans une trentaine de pays. Est-ce que ça pourrait venir, par exemple, mettre de l'ordre dans une affaire comme celle-là, ou est-ce que parce que c'est l'Internet, on est dans une autre sphère? On en revient toujours à la question de la déontologie, de l'enseignement de la déontologie, des questions d'éthique dans les écoles de journalisme. On a eu d'ailleurs, cette semaine, on a appris qu'à l'école, dans une école supérieure de journalisme à Grenoble, des faits comparables s'étaient produits. La question, c'est que vous parliez du texte de 71. Dans les bonnes pratiques du journalisme, il y a la question de l'interdiction. En tout cas, un bon journaliste doit s'interdire le dénigrement et la disqualification du travail d'autrui. Or, avec Internet, c'est absolument le contraire qui peut arriver. Vous prenez n'importe quel article, je vais sur le site de monsieur ou de Jean, je prends la papier, si j'ai 20 000 followers, il me suffit juste de le partager avec un commentaire négatif et ça va être la curée. Parce que ça va attirer tout ce que le web charrie comme... Mais encore une fois, ce n'est pas simplement les journalistes. Vous parliez, monsieur, de comportement archaïque. Non. Allons demander à une jeune femme qui travaille dans une salle de marché d'une grande banque à la bourse, elle vous expliquera ce que c'est que le harcèlement au quotidien sous une autre forme. Bon, en tout cas, puisqu'on était dans Kiosque et qu'il y avait autour de la table plusieurs journalistes, c'était bien de rappeler quand même ce code de déontologie. Je vous propose qu'on passe à la semaine de Dilemme. Comme toujours, on va découvrir de quoi est faite son actualité. Regardez, Donald Trump veut déclarer l'état d'urgence national pour construire son mur. Un shutdown, s'exclament ces migrants mexicains, car le président américain a dans le même temps accepté de signer un compromis budgétaire pour éviter une nouvelle paralysie budgétaire. Les séparatistes catalans font chuter le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. Le budget de son gouvernement socialiste a été rejeté par le Parlement. Chacun ses gilets jaunes, jaunes et rouges, aux couleurs du drapeau catalan, constate le chef du gouvernement. Il appelle à des législatives anticipées le 28
18 avril. Une présidentielle au Venezuela, s'interroge Dilemme, et ces deux hommes de se demander tu vas voter Trump ou Poutine, en référence à l'internationalisation de la crise au Venezuela. 40e anniversaire de la révolution iranienne ce lundi, j'ai fait un vœu, mais je n'ai pas le droit de le dire, déclare mystérieux le guide suprême l'ayatollah Khamenei en soufflant une bougie à la fumée, vous le voyez en forme de champignon atomique. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, l'inamovible président algérien est candidat à un 5e mandat. Ce général réfléchit. Pour la fiche de campagne, on hésite encore, dit-il, face à un Bouteflika fantôme et à un Bouteflika momie. Merci Dilemme, merci à vous quatre d'être venus discuter de cette actualité cette semaine. Merci à vous qui nous regardez, je vous dis à la semaine prochaine.